On pense souvent que la science a réponse à tout, vous voyez, surtout quand il s'agit de la mort. Ah oui, c'est censé être un processus clair, logique. Exactement. On trouve un corps, on fait une autopsie, on établit une cause. Dossier clos. C'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette logique, quand elle s'effondre? Quand les meilleurs médecins légistes, et même, je sais pas, le FBI, se heurtent à un mur? C'est là qu'on entre dans un territoire fascinant, où les certitudes s'estompent. On quitte un peu la science pure, en fait. Oui, on touche à des questions sur la psychologie, les liens humains, et parfois l'improbable. Complètement. Et c'est ce territoire qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On s'est plongé dans des sources assez variées, des discussions en ligne, des articles sur des faits divers vraiment étranges, et même les documents judiciaires assez tragiques d'un procès australien. L'idée, c'est de voir comment l'absence de preuves peut mener à des conclusions diamétralement opposées. Notre mission, c'est ça, sonder ces morts qui défient toute explication simple. Et on va commencer avec une histoire, on dirait du Stephen King, mais c'est bien réel et documenté. Imaginez deux sœurs jumelles identiques, Bobby Jean et Betty Jo Heller. Hmm. En 1962, on les retrouve mortes, exactement au même instant, dans des pavillons séparés d'un hôpital psychiatrique. Au même instant. En même instant. Et sans aucune cause apparente. Alors on est à Morganton, en Caroline du Nord, le 12 avril 1962, hôpital Broughton. Les sœurs Heller ont 31 ans. Et tout le monde les décrit comme inséparables. Le mot est faible, je crois. Il faut savoir qu'à l'origine, elles faisaient partie de triplés. Ah oui, c'est vrai. Leur frère est mort à la naissance, ce qui a probablement renforcé encore plus leur lien. Elles ne se quittaient jamais. Et ce lien allait bien au-delà de la simple affection. La famille, les voisins, tous racontaient des choses assez incroyables. Comme quoi, par exemple? Elles partageaient leurs pensées, leurs émotions, et même leurs douleurs physiques. Le détail qui revient tout le temps, c'est que si l'une avait mal à une dent, Mhm. l'autre ressentait la même douleur dans la même dent. Voilà. C'est un niveau de connexion qui dépasse un peu l'entendement. Est-ce qu'il y a une explication scientifique à un truc pareil? C'est ce qui est fascinant. Sans parler de télépathie, bien sûr, la science documente des liens extraordinaires chez les jumeaux monozygotes. Les vrais jumeaux, c'est ça. On parle de taux de concordance très élevés pour certaines conditions. Dans leur cas, elles souffraient toutes les deux de schizophrénie, qui a une forte composante génétique. Le taux de concordance pour cette maladie chez les vrais jumeaux, c'est environ 40 à 50%. C'est énorme. C'est énorme. Et leur expérience partagée de la maladie a sans doute dû intensifier ce lien qui était déjà fusionnel à la base. D'accord, mais alors, si leur lien était si fort, pourquoi les médecins ont-ils décidé de les séparer? Ça semble tellement contre-intuitif aujourd'hui. Il faut se remettre dans le contexte de 1962, la psychiatrie de l'époque. C'était une autre époque. Complètement. L'idée, c'était de favoriser l'individuation. On pensait qu'un lien aussi fusionnel était pathologique et qu'il empêchait chaque sœur de développer sa propre personnalité. L'intention, d'un point de vue médical, c'était de les guérir de ça. Une approche qui, avec le recul, semble tragiquement mal avisée. C'est le moins qu'on puisse dire. Le 11 avril 1962, la décision est appliquée. Les sœurs supplient, mais rien n'y fait. On les place dans deux pavillons différents. Et quelques heures plus tard, c'est le drame. Vers 1h du matin, un membre du personnel trouve Bobby Sean, sans vie, dans son lit. Aucune trace de lutte, rien. Et sa sœur? Quelques minutes plus tard, dans un autre bâtiment, Betty Jo est découverte morte, elle aussi. La même scène, la même absence totale d'explication. Et tout indique que c'était simultané. Et là, l'enquête commence. Et le mystère ne fait que s'épaissir. Ah oui. Le docteur John C. Reese, le médecin légiste, fait les autopsies. Sa conclusion est sans appel. Je le cite. Aucune cause anatomique démontrable de la mort. C'est-à-dire rien. Le vide. Le vide total. Il envoie des échantillons au laboratoire de l'État, puis au FBI pour des analyses toxicologiques poussées. Les résultats reviennent. Pas de poison. Pas de poison, pas de toxines. Leurs médicaments étaient à des niveaux normaux. L'homicide est complètement écarté. On est face à un vide scientifique. Et face à ce vide, le docteur Reese, il avance une théorie audacieuse. On peut dire ça, oui. Une question qui va faire les gros titres. Ces jumelles ont-elles voulu mourir? Il explique aux journalistes que des psychiatres lui ont dit que certains patients, notamment les schizophrènes, pouvaient développer une volonté de ne pas vivre. C'est une idée presque poétique, mais aussi
terrifiante. Mais concrètement, est-ce que ça tient la route? Est-ce qu'on peut vraiment mourir de chagrin aussi vite? C'est une excellente question. Parce que cette théorie, qui pouvait sembler un peu ésotérique en 62, elle trouve un écho assez surprenant dans la recherche moderne. Ah oui, hein? On parle aujourd'hui de mort psychogène, ou du syndrome de l'abandon. En anglais, le terme c'est give up it is. Give up it is. L'envie d'abandonner, quoi. C'est ça. Et ce n'est pas nouveau. Déjà en 1942, un physiologiste de Harvard, Walter Kanan, a publié un article célèbre, Voodoo Death. Il y documentait des cas de personnes en parfaite santé qui mouraient, subitement, après avoir été maudites. Leur conviction d'être condamnée était si forte qu'elle entraînait une défaillance physique. Exactement. C'est le pouvoir de l'esprit sur le corps, poussé à son extrême. D'accord. Un traumatisme, à une perte d'espoir totale, il fait de la mort un comportement orienté vers un but. Le corps suit l'esprit, en quelque sorte. Le corps suit l'esprit dans sa décision d'abandonner. D'accord. Mais même ça ne colle pas parfaitement au cas des sœurs Heller. Pourquoi ? Vous dites que la mort psychogène prend des jours, des semaines. Or, elles sont mortes en quelques heures à peine. C'est vrai. C'est très rapide. Et surtout, ça n'explique pas la simultanéité. C'est ça le cœur du mystère. Comment Betty Jo, isolée dans un autre pavillon, a-t-elle pu mourir au même instant? Et là, on n'a aucune réponse. aucune. C'est ce qui rend ce cas unique. Il y a d'autres cas de jumeaux morts à des intervalles très courts. Oui, les sœurs Holloway, 98 ans, mortes à 9 heures d'intervalle. Mais Mais pas comme ça. pas comme ça. Pas avec cette simultanéité et cette absence totale de cause physique. D'ailleurs, le certificat de décès, c'est une pièce d'anthologie. Il mentionne cause de morbidité et de mortalité mal définie et inconnue. Dans leur cas, cette absence de cause a créé une sorte de mystère métaphysique. Mais ce même vide scientifique, parfois, il mène à une conclusion radicalement différente. Il ne mène pas au mystère, mais à la suspicion. Exactement. Et en Australie, ça a conduit une mère en prison pendant des années. L'histoire de Kathleen Folbige. C'est une affaire tragique et d'une complexité incroyable. Sur 10 ans, Kathleen Folbige a perdu ses 4 enfants, tous en bas âge. Caleb, Patrick, Sarah et Laura. Voilà. Au départ, les décès étaient attribués à diverses raisons, y compris le syndrome de la mort subite du nourrisson, le SMSN. Donc une mort inexpliquée, c'est ça? Précisément. Les documents du procès de 2003 définissent le SMSN non pas comme une maladie, mais comme Une étiquette qu'on pose quand on a éliminé toutes les autres causes possibles? C'est une conclusion par défaut, en fait. Exactement. Et c'est là que le bas blesse. L'accusation ne reposait sur aucune preuve matérielle. Pas d'ADN, pas de traces de coups, rien. Alors sur quoi ils se sont basés? Sur une probabilité. Je cite les documents. L'improbabilité que les 4 décès se soient produits naturellement et par coïncidence. C'est un raisonnement purement statistique. Attendez. La probabilité que 4 enfants de la même famille meurent de cause naturelle était si faible que c'est devenu une preuve de meurtre? C'est exactement ça. Et cette idée a été renforcée par les experts. Le docteur Kalla, par exemple, a dit que si la mort de la dernière enfant avait été un cas isolé, il aurait conclu à une myocardite, une inflammation du cœur. D'accord, une cause naturelle. Mais dans le contexte des 3 décès précédents, pour lui, ça devenait suspect. Une autre experte, la docteure Suzanne Beale, a dit quelque chose d'encore plus percutant. Quoi donc? Elle a dit « Le premier décès, inexpliqué, peut être appelé SMSN. Le deuxième devrait être qualifié d'indéterminé et le troisième est un meurtre jusqu'à preuve du contraire. » Le troisième est un meurtre jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est terrifiant comme logique. C'est une présomption de culpabilité basée sur des statistiques. C'est encore considéré comme valide, ce genre de raisonnement? C'est extrêmement controversé aujourd'hui. On a découvert depuis des causes génétiques rares qui peuvent provoquer des décès en série. Mais à l'époque, en 2003, cette logique a eu un poids énorme. Et comment ils ont unifié les 4 cas? Le docteur Kalla a avancé la théorie de l'étouffement. C'est redoutable pour la défense, parce que l'étouffement, ça peut ne laisser absolument aucune trace à l'autopsie. Donc on voit 2 trajectoires folles. Pour les jumelles Heller, l'absence de cause crée un mystère. Pour Kathleen Folbige, la même absence, répétée 4 fois, crée une présomption de culpabilité. C'est tout le défi pour la justice. Comment distinguer une anomalie statistique tragique d'un acte criminel dissimulé? Notre besoin de trouver une explication est si puissant. Que quand la science ne la fournit pas, on la cherche ailleurs. Dans le métaphysique, oui. Ou dans le soupçon. D'accord. On a vu des cas où l'absence de réponse crée un mystère,
d'autres où elle crée une suspicion, mais parfois la cause de la mort, elle est très claire, mais elle est tellement bizarre, tellement improbable. Qu'elle devient elle-même une énigme, C'est ça. On entre dans le catalogue de l'étrange. où la réalité dépasse complètement la fiction. On commence en 1912. Franz Reichelt, l'homme-oiseau. Il conçoit un costume parachute et décide de le tester en sautant du premier étage de la Tour Eiffel. L'orgueil démesuré. L'hubris, et le pire, c'est que la scène a été filmée. On le voit, il est sûr de lui. Et puis le saut. Et le costume qui ne se déploie pas. C'est une collision frontale, littéralement, entre l'ambition humaine et les lois de la physique. Et puis parfois, ce n'est pas l'ambition, c'est juste le hasard le plus cruel. 1927, Nice, la danseuse Isadora Duncan. Ah oui, Big dans toute sa splendeur. Un symbole de liberté tué par son propre accessoire de mode. C'est fou. Ça rappelle que le danger peut venir de l'endroit le plus anodin. On avance, 1975, Japon, l'acteur de kabuki Bando Mitsuguru 8. Une immense star. Au restaurant, pour prouver son immunité, il mange 4 portions de foie d'essugu, le poisson globe, la partie la plus toxique, interdite à la vente. Encore une histoire d'hubris. Il se croyait plus fort que la tétrodoxine, un des poisons les plus puissants du monde. Il est mort de paralysie, mais en étant conscient. Quelle fin terrible. Une façon brutale de réaliser les limites de son propre corps. Et pour finir la même année, 1975, le cas peut-être le plus absurde. Alex Mitchell, un maçon anglais. Ah, l'homme qui est mort de rire. Exactement. Il regarde une émission de comédie, The Goodies. Un sketch le fait rire, mais rire sans s'arrêter pendant 25 minutes. Et le fou rire provoque une crise cardiaque. C'est ça. Morte en C'est rien. l'ultime ironie, mourir de joie. Médicalement, ça s'explique. Un rire aussi intense peut affecter le cœur. Mais ce qui est touchant, c'est que sa veuve a écrit au producteur pour les remercier d'avoir rendu les derniers instants de son mari si heureux. Alors après ce voyage, du lien psychique des jumelles Heiler aux statistiques glaciales du procès Folbig, en passant par cet homme qui meurt littéralement de rire, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, Sam ? Je crois que ce qui ressort, c'est qu'on a bâti des systèmes entiers. La médecine légale, le droit, la science. Pour mettre de l'ordre dans le chaos de la mort. Pour la rationaliser. Pour lui donner un sens, une cause. C'est ça. Mais ces histoires, ce sont comme des fissures dans cet édifice de certitude. Elles nous confrontent directement aux limites de notre compréhension. On se heurte à un mur, en fait. Oui, on se rend compte que nos outils, aussi pointus soient-ils, ils ne peuvent pas tout expliquer. La science peut disséquer un corps, analyser des tissus, Mais elle ne peut pas mesurer le poids du désespoir. ou l'intensité d'un fou rire, ou la force d'un lien invisible entre deux personnes. Des cas comme celui des sœurs Heller nous rappellent qu'il existe encore de profonds mystères sur la connexion entre l'esprit et le corps, et peut-être même entre les individus. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Si l'esprit peut avoir une influence aussi puissante, voire fatale, sur le corps de manière négative, comme le suggère l'histoire des jumelles et ce concept de mort psychogène, quelles sont les potentialités inexplorées de son influence positive ? Qu'est-ce que ça nous apprend sur le pouvoir de l'espoir, de la connexion et de la volonté de vivre dans nos propres existences ?